Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est une grande première pour nous, pas pour Google parce qu'on a l'habitude de parler aux directions marketing et commerciales, mais pour Google Enterprise, c'est une vraie première aujourd'hui parce que ce ne sont pas des populations à laquelle on a l'habitude de parler habituellement. Donc on est vraiment content que vous soyez venus aussi nombreux aujourd'hui pour discuter avec nous de cette transformation numérique à la fois de l'entreprise, mais aussi du métier de commercial ou du métier de marketeur. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Je voudrais maintenant introduire nos deux partenaires de la journée, puisque ces journées sont faites en partenaire avec des professionnels de vos métiers. Il s'agit de François Laurent et Vincent Calta-Bellota. Alors, juste deux mots pour pourquoi nous avons ici des représentants de la DTEM et de DCF. En fait, ça remonte à il y a très longtemps. Certains d'entre vous ont sans doute fait des écoles de commerce. Il y a toujours eu cette ambivalence et cet amour passionné entre les ventes et le marketing. Et on voulait essayer de travailler tous ensemble dans le but commun qui est celui du client, essayer d'augmenter et d'améliorer l'expérience client. Donc on se dit que ce serait intéressant de faire aujourd'hui une session pour réunir ces deux populations qui, au quotidien, travaillent ensemble. Donc on l'a fait avec l'aide de ces deux associations qui sont les associations majeures en France et surtout avec l'aide de tous les Googlers qui ont pu participer à cette expérience. L'idée, encore une fois, c'est de regarder comment, grâce à ces outils digitaux, on peut augmenter et améliorer la façon dont ces deux métiers travaillent ensemble pour, encore une fois, permettre d'offrir la meilleure expérience client qu'il soit à son entreprise. Donc pour ça, je vais offrir la parole à François dans un premier temps et puis ensuite, Vincent, ce sera à ton tour. Bien, merci. Alors, je vais essayer de vous parler rapidement de marketing. En fait, le marketing a beaucoup évolué ces dernières années parce que finalement, lorsque le texte fondateur du Clutren Manifesto, vous savez, les marchés sont les conversations, a été publié, c'est pas si vieux que ça, une société comme Google n'existait quasiment pas. Pour vous dire que les choses vont extrêmement vite. Et les choses vont tellement vite qu'il y a à peu près 2 ans, on a demandé aux membres du comité scientifique de la DTEM de réfléchir et, grosso modo, on a mobilisé une centaine de personnes pendant plus d'1 année et demie pour sortir un manifeste pour le marketing de demain qu'on a complété et qui aujourd'hui est sorti en librairie avec un titre assez éloquent, « Le marketing est mort, vive le marketing ». Alors, 4 grandes tendances sorties du marketing, certaines qui pourront peut-être faire le lien avec le commerce. Le premier, c'est que je crois qu'il faut arrêter de parler de consommateurs. Je ne sais pas trop comment nommer, mais disons parler d'individus, de gens, parce qu'en fait, se dire il y a les consommateurs à qui on vend des produits, mais en fait les gens ils sont multiples et notamment si vous prenez l'exemple un jour où une société de distribution qui a des petits magasins en centre-ville a viré un caissier parce qu'il avait volé 3 melons dans une poubelle, eh bien, il y a eu des tas de gens, on ne peut pas dire que c'est des clients, on ne peut pas dire que c'est des citoyens, mais qui ont soutenu cette personne qui a été réintégrée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que le marketing doit être partout dans l'entreprise. Et j'en veux pour preuve, par exemple, il y a 2 ans, je faisais intervenir à la nuit du marketing Olivier Ezac, qui est le fondateur du Bon Coin, me disait le marketing, ne connaît pas. Oui, il ne connaît pas, mais sauf que la première chose qu'ils ont fait, c'est que lorsque quelqu'un envoyait une petite annonce qui n'était pas bien, il aidait à la reconstruire. Il faisait de la relation client finalement sans le savoir, et le marketing doit être partout dans l'entreprise. Et aussi, d'ailleurs, il faut que les commerciaux fassent du marketing. C'est logique, et que le marketing aide les commerciaux. Il faut aussi que le marketeur change, le directeur du marketing, qu'il soit capable de s'adapter à des tas de choses, parce que, en fait, non seulement les consommateurs, mais aussi ses collaborateurs changent, avec notamment l'intégration de la génération Y dans les entreprises. Et quand on sait qu'il y a encore des entreprises dont les DSI, c'est pratique de taper sur les DSI, ils ne sont pas là aujourd'hui de toute façon, ont une sale tendance à empêcher les collaborateurs d'aller se balader sur Google+ ou sur Facebook, on peut demander aux gens de faire du community management à 10h du soir quand il y a un client n'est pas content. Donc tout ça est important. Et puis une dernière chose qui est importante, c'est que pendant des années, le marketing, alors on le trouve dans tous les bouquins d'école de commerce, c'est vachement bien, le marketing, ce qui compte, c'est le ROI, fameux retour sur investissement. Et donc on a eu pendant des années un marketing basé sur la performance. Mais il faut peut-être un peu s'arrêter d'avoir un marketing uniquement basé sur la performance, mais il faut un marketing qui soit basé un peu sur le respect aussi du client, du consommateur, du citoyen. Je vais juste prendre un exemple. Se développe aujourd'hui, j'ai participé récemment à un livre blanc sur le SMS marketing.
Et alors on dit, c'est vachement bien, on voit les consommateurs, ils vont passer dans une boutique et puis recevront un SMS pour leur dire qu'il y a une promotion, etc. Il y a de fortes chances, connaissant certains, je dirais, marketeurs peu regardants, qu'il y ait des dérives et que du style le SMS marketing devienne aussi efficace que le Viagra qu'on recevait dans nos boîtes mail, qu'on soit des hommes ou des femmes, de toute façon, ça n'avait aucune importance. Et que le premier réflexe, lorsqu'un consommateur entre dans un centre commercial, soit de couper la possibilité d'être géolocalisé et de recevoir des choses par Bluetooth. Donc, il faut respecter le consommateur de façon à ce que les choses aillent dans le bon sens. Vous voyez, les choses bougent beaucoup dans le marketing et pour le comprendre, je dirais, il faut que les marketeurs soient en réseau, échangent entre eux. Alors, des réseaux qui souhaitent des réseaux virtuels, il y a des tas de groupes de travail sur Google+, sur LinkedIn, sur Facebook, tout ce que vous voulez, et puis aussi dans la vraie vie pour échanger physiquement. Et c'est un peu le but d'une association comme les DTM, c'est de permettre à des gens de se rencontrer. Hier, j'avais une manifestation, on avait 80 personnes qui venaient écouter des gens pour parler du véritable consommateur digital, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans les événements pour se rencontrer, et je terminerai là-dessus, je vous convie le 3 juillet à la nuit du marketing, la remise des grands prix de l'excellence marketing de l'EDTM, avec 3 intervenants. Le premier, c'est Gilles Babinet, donc notre digital champion. Le deuxième, c'est Anne-Marie Gauthier, qui a quitté la direction marketing des Galeries Lafayette pour une marque prestigieuse, Bali. Et le troisième, c'est Christelle Schubert, qui est marketing directeur Southwest Europe et Cultural Institute de Google. Donc, je vous attends le 3 juillet. Je vous remercie. Et je laisse la parole aux commerciaux. 1, 2, 2. Bonjour, merci d'être venu. Alors, je représente effectivement les DCF, les dirigeants commerciaux de France. En quelques mots, les DCF, c'est quasiment 2500 membres aujourd'hui, présents dans toute la France. Et les DCF, nous, on a pour vocation de promouvoir la fonction commerciale. Alors, promouvoir la fonction commerciale, c'est quoi? C'est faire des liens entre les écoles, les entreprises. C'est avoir une prise de parole dans les médias, dans la presse ou tout autre événement comme celui qu'on fait aujourd'hui. C'est de produire un certain nombre de contenus, et donc c'est à ce titre-là que j'interviens, puisque je suis directeur de l'Observatoire national des DCF. On fait de la prospective, on fait des études, on fait de la recherche, on fait des témoignages, des retours d'expérience sur des sujets qui ont attrait à la fonction commerciale, et puis qui peuvent servir à tout DIRCO, à toute direction marketing aussi, à tout organisme qui est intéressé par ce sujet. Alors plutôt que de vous parler pendant longtemps des DCF, vous aurez tout le plaisir de faire une recherche sur Internet ou de venir nous voir à la pause. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que, en fait, au-delà des DCF, donc je fais du conseil en organisation et management depuis 7 ans maintenant, et j'ai remarqué quelque chose. Je trouve qu'on est dans une période très particulière, une période économique très particulière. Je ne parle pas de la crise, ça tout le monde est au courant, elle est passée, elle est là, ça dépend des secteurs. Mais je trouve que l'on est, depuis globalement une quinzaine d'années, dans une période où tout est possible. Tout est possible, mais en même temps, tout est difficile. La mondialisation dans un sens, où on a des secteurs géographiques qui sont de plus en plus larges, la technicité de nos métiers qui est de plus en plus importante, le temps qui passe de plus en plus vite, on est en temps réel, on est en synchronisation avec n'importe qui dans le monde, etc. Tout ça nous met une certaine pression, tout ça nous met une certaine, des mécanismes de fonctionnement qui ne sont pas forcément naturels pour l'homme. Et en même temps, c'est exceptionnel parce que tout est possible. Jamais on a été aussi flexible, jamais on a eu autant de possibilités de s'organiser. Et ça, je trouve ça génial, c'est un bel espoir, en tout cas, ou c'est un beau message que je voulais vous faire passer. Mais au-delà de tout cette difficulté dont je viens de parler, on nous dit toujours, mais écoute, il faut pour ça sortir du lot, il faut se démarquer. Implicitement, se démarquer, ça veut dire innover. Et quand on parle d'innovation, on pense souvent à l'innovation produit, le marketing, le packaging, l'offre, les fonctionnalités de nos produits, etc. Mais on oublie souvent que la majorité des organisations elles-mêmes doivent être innovantes. Et c'est peut-être même là la base de notre innovation ou notre façon de nous démarquer, c'est comment je m'organise, quelle culture je mets en place, quelle organisation, quel outil, quel process, quels hommes, quelles compétences je mets en place dans mon organisation. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit.
En même temps, ce qu'il faut faire, on le sait, il y a plein de conférences qui expliquent ce qu'il faut faire, il y a plein de médias, il y a plein de sites internet, il y a plein de livres. On sait tous ce qu'il faut faire, implicitement, pour se démarquer. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est jusqu'où aller dans cette évolution, dans cette innovation. Jusqu'où aller et comment y aller. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que tout dirigeant qui se respecte, quel qu'il soit, vit toujours avec deux émotions. Et ça, j'ai pu le remarquer dans les différentes interventions que je fais. Et ces deux émotions que vous devez, je pense, avoir dans votre métier, sont l'envie et la peur. L'envie parce qu'on a tous des idées, on a tous des ambitions, on a tous des motivations, on a tous envie de créativité, enfin, tout ce qui nous amène à mettre en place ce petit moteur qui nous aide à avancer dans notre métier et qui nous le fait faire d'une manière intéressante. Et en même temps, on a la peur. La peur de combien ça va coûter, quel est le ROI, est-ce que c'est pas trop risqué, comment ça va être pris par ma direction, comment ça va être pris par mes collaborateurs, est-ce que mes clients vont suivre. Et le manager, directeur, dirigeant d'entreprise, est toujours pris entre ces deux émotions. Je voudrais faire, mais en même temps, attention, attention. Ça a dû, j'imagine, vous arriver, mais du coup, je reviens sur mon premier propos. Je pense qu'on est dans une période où aujourd'hui, tout est possible. Je parlais de flexibilité, je parlais des outils, le management, les compétences, la manière d'organiser sa boîte, tout, les hommes, les outils, les processus, ce fameux triangle qui fait qu'on met des organisations en place qui sont performantes. Aujourd'hui, je pense que depuis particulièrement une quinzaine d'années, et encore peut-être pour une dizaine d'années, on est dans la période où tout est possible, où certains ont déjà pris de l'avance dans leur organisation, dans leur culture, dans leur manière de faire, et je ne parle pas des produits, je parle de l'organisation. Ils ont pris de l'avance, ils se sont positionnés. D'autres ne l'ont pas encore fait. Ils hésitent ou ils n'ont pas encore l'idée, je ne sais pas, ça dépend des cas. Mais en tout cas, tout est possible aujourd'hui à faire. Il suffit d'avoir l'envie et de freiner un petit peu ses peurs. Alors je trouve qu'on a une chance énorme aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette situation, cette période économique particulière où tout est possible, on est dans une journée où j'espère qu'on va vous aider à avoir l'envie, à mettre en avant cette envie et peut-être à restreindre quelques freins. Donc cette expérience, j'espère, va vous aider à ça. Je vous donne juste un petit exemple qui illustre ça. Actuellement, je travaille pour un client, je ne le nommerai pas, qui m'a dit en ce moment, on perd beaucoup d'appels d'offres, plus qu'avant. Et nos clients nous disent régulièrement, ou en tout cas depuis quelques mois, un an maximum, nos clients nous disent « Très bien votre offre, techniquement très bien, vous répondez à tous les points du cahier des charges. Mais ça, tout le monde le fait. Et vous ne faites rien de plus. » Et régulièrement, ils perdent des appels d'offres. Et ils ont eu deux choix. Soit ils modifient leur offre, soit ils ont fait l'approche inverse, et celle qu'ils m'ont demandé. On dit, celle-ci. Ils m'ont dit, faites évoluer mon organisation, faites évoluer notre organisation pour que demain, à chaque fois qu'on réponde à un client, ce client nous dise, cette boîte-là, on a envie de bosser avec elle. Et ce n'est pas juste par rapport au produit ou à notre offre, c'est sur un esprit, c'est sur une manière de travailler. Et là, on est en train de réfléchir pour que leur organisation permette, pour les 5 années qui viennent, de créer de l'innovation, de mettre en place des choses nouvelles. Donc je vous laisse méditer à ça, sur cette envie, cette peur, cet univers dans lequel on peut aujourd'hui tout faire et tout est possible. Merci de votre écoute et à tout à l'heure pour ces séances de travail. Merci à tous d'être là, on est vraiment ravis de vous avoir. Vous êtes un peu nos interlocuteurs traditionnels, en tout cas vos entreprises sont nos interlocuteurs traditionnels chez Google. Je m'occupe chez Google du branding. Le branding, c'est un marché de 300 milliards de dollars aujourd'hui dans le monde. C'est un marché colossal sur lequel Google est tout petit et sur lequel on a décidé d'avancer très vite et d'accélérer. Alors je m'occupe d'une région qui est la région CIMIA, c'est le sud de l'Europe, l'est de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique,
qui couvre des pays aussi fantastiques que la France, aussi fantastiques en ce moment que la Turquie, l'Ukraine, la Russie, l'ouverture de la monétisation en Irak d'ici quelques jours. Et donc on voit pas mal de choses qui sont en train de se passer. En tout cas, c'est une région qui a pour particularité sur le marché du branding dont on s'occupe, d'être un marché très en retard, en tout cas en termes de proportion d'investissement dans le branding. Un pays comme la France, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, d'ici quelques années, d'ici 2 ans, dépenseront entre 18 et 19% de leur budget marketing online, quand des pays comme le UK ou comme l'Europe du Nord sont déjà à des niveaux supérieurs à 40% et franchiront la barre des 50% dans les années 2017. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Price. Donc ça veut dire que c'est une région qui doit avancer vite et on se donne les moyens ici chez Google d'avancer vite sur le marché du branding. Pour 3 raisons. Déjà parce qu'on a décidé et on s'en donne les moyens. On s'en donne les moyens en rattrapant notre retard ou en essayant d'apporter autre chose sur ce marché. On travaille de manière très étroite avec Médiamétrie pour faire en sorte que les unités de mesure et de valeur de l'achat média puissent se parer enfin entre le monde du digital et le monde de la télévision. On est en train d'ouvrir à Paris quelque chose qui s'appelle le Brand Lab, qui est un centre d'expérience pour les marques absolument fabuleux. Et j'espère que vous aurez tous l'occasion de pouvoir expérimenter ça. On s'est doté de services créatifs ici à Paris qui sont là pour supporter les agences de publicité, les agences médias, à comprendre nos technologies et à en tirer le meilleur. Ça, c'est la première chose, c'est la volonté de Google. La deuxième chose, c'est le connected consumer, le consommateur connecté. Certains l'appellent aujourd'hui le consommateur always on. Je dors avec mon mobile, j'ai mon mobile de la poche même quand je vous parle aujourd'hui. On a interrogé des moins de 20 ans, ils sont 60% à préférer perdre l'odorat que se passer de leur mobile pendant une semaine. Ce sont des statistiques assez rigolotes qu'on a aujourd'hui. Mais c'est le fait que, et je vais en revenir dans un instant, parce que c'est ça en fait qu'il faut qu'on réussisse ensemble à comprendre et maîtriser pour avancer. C'est ce fameux consommateur connecté. On a 2-3 idées pour vous. La troisième chose, c'est une chose fabuleuse, c'est un asset qu'a Google qui s'appelle YouTube. Et YouTube aujourd'hui opère une révolution dont on a tous, à nos âges, pas forcément la mesure à la fois de l'ampleur, de l'enjeu et des conséquences sur notre travail. Je vais vous donner une perspective. YouTube, d'ici quelques années, je ne peux pas vous en dire plus, pèsera 20% mondial du viewership télévision. C'est-à-dire que ce sera une demi-heure par individu dans le monde qui utilisera YouTube tous les jours. Et ça nous permettrait théoriquement de construire un business du branding sur YouTube qui serait tout simplement 2 fois la taille du Google que vous connaissez aujourd'hui. C'est vous dire l'envie, l'excitation et la valeur ajoutée qu'on doit apporter à ce marché, parce que finalement, c'est un marché très mature qui nous a attendu nulle part. Je vais vous montrer quelques images. Ça s'est passé il y a 15 jours à New York. C'est ce qu'on appelle le Brandcast. C'est le moment où tous les grands networks, les grands channels américains font un peu leur showcase, présentent leur saison. On avait ça il y a quelques années en France avec TF1 et les autres grands. On l'a fait nous l'année dernière en France pour la première fois. Ça s'est passé à New York il y a 15 jours. Et ça vous donne un peu une idée de ce qui est en train de s'opérer en ce moment dans le monde de Google, dans le monde de YouTube. Dance apocalyptic, bands that make her dance apocalyptic now, bands that make her dance apocalyptic, bands that make her dance apocalyptic now, bands that make her. Hello, YouTube! You're going crazy, the hitman always find you. We're in the middle of a big revolution with video. It's all changing, and YouTube is playing a key role. You're so freaked out, worry about the bomb that you bought a house, but I'm allergic to the house, bitch. Google Preferred helps you access the top 5% of YouTube content based on popularity and engagement. YouTube today is easy to buy, easy to measure, and we guarantee the audience that you want. I don't know about you, but for me, that's kind of sexy. Ladies and gentlemen, Bethany Mota! Tonight, we're pleased to announce that we'll be the first agency partner to put skin in the game and sign on to Google Preferred. Don't stop! YouTube, in particular, connects us to consumers directly. And it allows us to be part of a conversation that's driving culture. And it's for that reason that our media investment in YouTube has increased 50% in the last year alone. You know what happiness is to you. The scale that YouTube offers
we're not going to be the next CNN. We're going to be 10 times the next CNN. Can't nothing what? His level's too high. I would just like to say thank you to YouTube and Google for giving us the gift of ubiquity, connectivity, and of course the world for tuning in. So thank you for turning this song into what it's become. On est passé dans la Creuse. Enfin, pas complètement. Alors, donc on a la même chose en France au mois de septembre et j'espère que vous serez tous invités. Alors, je vais le principe d'aujourd'hui, c'est de vous donner un peu ce sentiment, ce qui est en train de se passer, et vous dire que toutes les organisations vont évoluer. On espère tous à un rythme soutenu maintenant. C'est une présentation en anglais, et je m'en excuse par avance, mais c'est comme ça qu'on écrit ici. Je vais essayer de partager avec vous quelques tendances de fond, justement, qui vont avec ces phénomènes de digitalisation. J'en ai choisi 5 aujourd'hui, j'aurais pu en choisir beaucoup plus, mais donc ces 5... Ils sont là. Le premier, c'est ce fameux consommateur always on. C'est ce consommateur aujourd'hui qui interagit et qui a son mobile dans la poche et sur lequel on a finalement aujourd'hui beaucoup plus de possibilités de connexion dans un nouveau mode en fait, qui n'a jamais existé, qui est lié à une espèce de superposition de data, de technologie et puis d'insight. Ensuite, donc ça change complètement le jeu, mais je vais y revenir dans un instant. La deuxième chose, c'est effectivement, on a tous, et ce sera le point numéro 4 ici, c'est qu'on entend tous parler à longueur de journée du programmatique, c'est-à-dire cette faculté de rentrer dans un mode beaucoup plus automatisé d'achat d'espace média et beaucoup plus ROI-driven qu'on a été d'ici il y a quelques années, mais il faut comprendre que plus on va aller vers cette automatisation de l'achat en ligne et de l'achat d'espace au sens large et des moyens marketing, au plus on va voir l'émergence d'un écosystème média premium, puisque ça libère du temps, ça libère de l'énergie, ça libère de la valeur ajoutée pour qu'aujourd'hui les marques interagissent de manière beaucoup plus engagée avec leurs consommateurs. Et ça, c'est pour nous un élément fondamental, avec des formats publicitaires qui vont évoluer fortement et qui ont déjà commencé à évoluer, et aussi effectivement des écosystèmes de créateurs de contenu. Et sur YouTube, il s'opère vraiment de ce point de vue-là une vraie révolution de proximité entre les gens qui font les contenus, les gens qui les diffusent et les marques, d'une manière complètement nouvelle. Et il faut apprendre à le faire, il faut le domestiquer. Troisième chose, le mobile. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille en marketing, ça fait 15 ans que c'est l'année du mobile. Et cette année, j'ai tendance à croire, quand on regarde aujourd'hui les évolutions des investissements médias, que ça y est, on a enfin réussi à passer un cap qui est celui de ne pas avoir finalement les investissements mobiles qui représentent 6% de vos investissements en tant qu'annonceur, quand aujourd'hui le viewership est bien au-delà. 40% du viewership aujourd'hui sur YouTube, c'est du viewership mobile. Il était temps que les choses suivent. Mais dans une dimension jamais attendue à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, quand on me parlait de l'année du média, de l'année du mobile, c'était pour envoyer des textos, des SMS. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une interaction avec le point de vente complètement inimaginable. Point numéro 4, et je vais pas en parler très longtemps parce que c'est un sujet qui est inintéressant possible, qui est celui de l'interaction entre la technologie et l'achat d'espace média. Il y a beaucoup trop de gens qui s'en occupent en ce moment et ça nécessiterait, j'en suis désolé, au moins 1 heure de discussion, donc on ne va pas en parler beaucoup. En revanche, il y a le point 5 sur lequel j'accorde moi beaucoup d'importance dans la manière dont je travaille avec mes équipes aujourd'hui, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, la prise de décision, il y a quelques temps, on la décrivait comme de moins en moins rationnelle, et c'est vrai, elle va être de moins en moins rationnelle pour un facteur, c'est-à-dire que vous ne choisirez pas forcément celle qui drive le meilleur ROI, vous ne choisissez pas celle qui vous fait le plus rêver, mais de temps en temps, l'annonceur va choisir celle qui est la plus simple à implémenter et la plus facile à délivrer, et la plus sûre à délivrer, et ça devient tellement obsessionnel et tellement fondamental, justement, cette faculté à pouvoir faire converger, justement, tous ces gens qui sont des fournisseurs de contenu fantastique, tous ces gens qui sont des fournisseurs de vues et des fournisseurs et il faut que ce soit très intégré, très simple, et celui qui gagne le combat numéro 5, il y a de très fortes chances pour qu'il emporte les précédents. Donc autant vous dire qu'on y accorde beaucoup d'importance. Voilà.
Alors, le nouveau consommateur et ce nouveau consommateur qui est always on, qui est connecté, en fait, on réinvente rien. Hein. C'est vraiment je crois que McKinsey, il y a quelques années, a tué le purchase funnel classique, qui consistait juste à resserrer finalement les contacts des cibles très larges à des cibles de moins en moins larges. La révolution qui est en train de s'opérer, c'est celle-là. C'est le fait de dire qu'aujourd'hui, d'un purchase funnel assez simple, on rentre dans un consumer decision journey qui est beaucoup plus complexe, qui intègre à la fois de la considération de la recherche d'informations en ligne, etc., mais aussi un deuxième cercle qui a émergé et qui devient fondamental pour les marques, qui est celui de la fidélité et de la manière dont vous allez construire la fidélité à travers un certain nombre de nouveaux services, à travers un certain nombre d'utilisations de data. Et nous, on a tendance à croire chez Google aujourd'hui qu'à la fois sur le combat du média, le combat de l'awareness, le combat du top of mind, on pense que YouTube aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui fait jeu égal avec les médias classiques traditionnels, sauf qu'on va essayer de franchir une étape supplémentaire en termes d'efficacité. Et puis ensuite, on voit la technologie intervenir à peu près partout, basée sur cette combinaison magique de la data, des outils publicitaires, et puis d'un petit quelque chose en plus, qui est un nouveau mode de collaboration avec vos entreprises. Et ensuite, après, à l'intérieur du cycle de Loyalty Loop, on arrive aussi avec tout un tas de nouveaux services, à la fois de discussion, de reconnaissance. Et je pense que, sans faire ma pub aujourd'hui, notre pub, je pense qu'aujourd'hui, Google est la seule entreprise à pouvoir offrir, finalement, être le one-stop shop pour l'ensemble de ces services. Mais ça implique, et vous l'aurez compris, beaucoup de transformations internes au sein des entreprises, à la fois dans l'adaptation des équipes, dans la collaboration et aussi dans les outils internes. Alors, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à parler aux consommateurs d'une manière plus efficace, qui utilise ce fameux écosystème magique. Et aujourd'hui, quand on regarde la manière dont les marques et les produits sont considérés, donc ça c'est une combinaison de data qui proviennent du search, qui proviennent de YouTube, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, les marques et les produits sont considérés toute l'année. Donc comment ça se fait qu'on soit encore dans un système d'investissement média sur lequel on est sur un mode de campagne, sur lequel on va aller parler aux gens 2-3 fois par an, leur délivrant un message à la limite de l'intoxication, et alors qu'aujourd'hui on pense qu'il y a, oui, il est très important de communiquer, de créer des vrais momentum et d'émergence de marque, mais que par ailleurs aujourd'hui la technologie devrait nous permettre d'être un petit peu plus intelligent dans notre relation avec les consommateurs. Donc non, ça coûte cher d'être on air sur une 365 jours par an, et ça c'était vrai hier, c'est sans doute moins vrai aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'être là quand ça compte, c'est d'être là quand on vous recherche. Ça c'est des exemples du travel, parce qu'on travaille pas mal avec le travel sur cette notion-là, mais c'est aussi on travaille beaucoup avec les banques qui sont rentrées il y a quelques années déjà dans des logiques marketing de moment de vie. Les logiques de marketing de moment de vie, c'est que vous intéressez les gens quand vous vous mariez, quand vous divorcez, quand vous achetez des voitures, et que forcément, les logiques d'investissement classiques, traditionnels médias, sont très éloignés de ça. Mais ici, on a la chance d'avoir dans la même salle des gens de marketing et des gens de vente. Aujourd'hui, le fait de dire simplement on va rapprocher les moyens moteurs marketing des cycles de consommation réels des produits, ça va peut-être fluidifier un peu les choses, empêcher certains embouteillages dans la chaîne logistique et faire en sorte que tout le monde fonctionne un petit peu mieux tout au long de l'année, parce que finalement, on aura réussi à écrire une histoire beaucoup plus, encore une fois, en relation avec le cycle réel de consommation des produits. Ça règle ce problème-là, ça règle aussi le problème, Brice en sait quelque chose, les arbitrages de moyens moteurs, quand on a dans son portefeuille Elseve les shampoings multivitamines et cheveux colorés qui représentent largement plus de 70% des ventes, mais largement plus de 90% des profits, et puis il faut arbitrer parce que aussi on a des nouveaux produits à lancer. Ces nouveaux produits, c'est ceux qui vont développer notre part de linéaire, c'est ceux qui vont faire en sorte qu'on émerge. Et bien ces arbitrages, ils sont jamais très faciles à faire. Nous on dit faites-les, continuez à les faire, investissez beaucoup plus d'argent sur vos nouveaux produits. En revanche, aujourd'hui votre core business et votre fonds de catalogue, on va s'en occuper parce que nous, la data sur les femmes qui se colorent les cheveux, on les a. Nous, aujourd'hui, on est capable de prévoir les gens qui vont acheter une voiture un certain temps en avance parce que leurs évolutions, leur comportement évolue online. Et cette donnée-là, on l'a et on l'utilise. Alors, on peut être always on, on peut avoir cette logique de rapprocher finalement les cycles de consommation des produits et les gens, parce qu'on sait où les trouver, on sait où les trouver au moment où ça compte, on sait leur raconter de très belles histoires online, offline, et on sait aussi, grâce aux moyens modernes, technologie, utiliser un nouveau mode de relation. Donc on va trouver effectivement les gens qui sont des gens qui aiment
en général l'automobile, qui changent très souvent de voiture, des gens qui vont voyager tous les week-ends, parce que sur YouTube en particulier, on ne parle plus de contact, on parle de gens passionnés, des gens qui sont des fans, qui vont venir, revenir, regarder, chercher des contenus, et ces gens-là, ils sont faciles à trouver à travers des passions. On sait aussi trouver à travers les moments où les gens expriment des besoins, ça j'en ai parlé, on sait aussi les trouver partout dans le monde. Aujourd'hui, une marque comme Turkish Airlines qui fait 140 millions de vues sur un film de plusieurs minutes, oui, ça permet à la marque, et ce n'était pas prévu, d'aller chercher mondialement une audience et d'être une petite marque nationale dans le trafic aérien et de monter et devenir une marque globale. Pour ça, on utilise la data, c'est votre data en tant qu'annonceur, c'est la data de Google, et puis c'est des data third party. On est capable de combiner tout ça pour rendre le système très intelligent et bien entendu être là au moment où ça compte. C'est aussi vous donner accès à des formats publicitaires innovants qui sont des formats skippables, c'est-à-dire qu'on se dit chez Google que 90% des formats publicitaires vidéo seront skippables sur nos properties à la fin de l'année, parce qu'on pense qu'il ne faut jamais imposer une publicité à quelqu'un qui ne veut pas la voir et que l'annonceur ne doit payer que quand les gens acceptent de voir la publicité. Ça, c'est la magie de la data et c'est aujourd'hui l'engagement qu'on prend à travers des formats qu'on appelle des formats TrueView. Voilà. Ensuite, on dit de très belles histoires. C'est des histoires qui disent effectivement à travers la technologie, et ce n'est pas nous qui le disons. Je disais, je fonce parce qu'il me reste 1 minute 28, donc j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est aussi un peu perdre la notion du temps et la contrainte du temps. Aujourd'hui, le format moyen en télévision, c'est 18 secondes. Aujourd'hui, le format moyen à la tête d'un marketeur, c'est entre 20 et 30 secondes. Mais aujourd'hui, nos plus beaux succès s'écrivent sur des formats qui font 2 à 3 minutes, parce qu'on prend le temps de raconter des histoires. Et puis, alors, même si les gens aujourd'hui consomment et font des choix pour différentes raisons, on pense que les meilleures manières de rassembler tout le monde, c'est de raconter des histoires dans des bons contextes, c'est de raconter des histoires en relation avec ses passions, en s'associant avec des producteurs de contenu. Et pour ça, on aide, on facilite, parce que c'est des gens qui savent faire, c'est leur métier, c'est une nouvelle génération qui est très différente des écosystèmes de créateurs de contenu qu'on avait l'habitude d'employer dans un monde publicitaire plus classique. C'est aussi raconter des histoires qui font pleurer, même Procter y arrive, je vous assure. Et puis c'est aussi utiliser le média payant comme on doit, parce que le média gratuit, c'est bien, mais 2 exemples ici sont assez intéressants. Il y a Turkish Airlines qui fait 140 millions de vues avec un film avec Kobe et Messi que vous avez sans doute vu, où ils jonglent dans l'avion. Ça a parfaitement bien marché. En bas, on a Emirates qui a pris les meilleurs des meilleurs, c'est Ronaldo et c'est Pelé, et ils ont fait 5 millions de vues parce qu'ils ont tout simplement pas compris qu'une pompe, ça s'amorce, que des films, ils ont beau être très drôles et très beaux, s'il n'y a pas du média payant derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et puis, on construit des bonnes relations avec les gens parce qu'on raconte des histoires qui sont construites dans le temps, qui donnent envie aux gens de venir et de revenir. Et je vous engage à voir ces HBO Go qui a lancé toute une série de formats publicitaires à mourir de rire. Et je vous engage à aller les voir. Et puis, c'est aussi la manière dont on est capable, par la mise à disposition de catalogues en ligne. Aujourd'hui, le player YouTube, c'est quelque chose, c'est fondamental, c'est génial, vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur, vous pouvez interagir avec la vidéo, vous pouvez mettre en ligne vos catalogues, vous pouvez avoir des prix, vous pouvez avoir accès aux magasins en ligne. Et donc, on est juste au début de ça, au début de pouvoir être dans la rue, pouvoir recevoir un message sur son mobile, pouvoir avoir un bon de réduction dans le magasin Sephora qui est juste à côté. Voilà, on est un peu au début de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on organise le contenu aujourd'hui de manière beaucoup plus structurée. Et là-dessus, Google va aider beaucoup en disant hygiène, c'est ma capacité à travers le search, à travers mon média always on dont je parlais tout à l'heure, d'être là au bon moment, tout le temps et au bon moment. Le hub, parce que vous avez tous en tant que marque de plus en plus de contenu de marque à valoriser et à utiliser. Et le trafic ne se crée pas, ne se génère pas tout seul. Et puis Hero, parce qu'il faut quand même ces grands moments d'émergence sur lesquels se construisent vos marques et sur lesquels vous lancez des produits et avec lesquels vous gagnez. Voilà. J'aurais pu vous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup de votre attention. On a des équipes à Paris, on a des équipes partout, elles sont là pour vous et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt pour pouvoir rentrer en détail sur tous ces points. Merci beaucoup et bonne journée. Vous l'aurez compris, à ma droite 18 ans de commercial, à ma gauche 18 ans de marketing, néanmoins ça collabore fantastiquement, je peux vous le dire, ça fait 3 mois qu'on prépare ça ensemble, c'est mieux que Roll Notes. Thomas et Salim vont vous émerveiller. Donc effectivement, le sujet ici, c'est de parler du marketing, des ventes et de la collaboration entre le marketing et la vente. Parce que comme je vous le disais, donc école de commerce, tout ça, depuis longtemps, on fonctionne ensemble. Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est comment, avec des outils, comment en travaillant mieux ensemble, on arrive à gagner un certain avantage compétitif. On l'a vu tout à l'heure avec Damien, on est super équipé pour vous proposer des choses en termes de, je dirais, digital marketplace, pour que vous puissiez adresser vos clients. Et il se trouve que
paradoxalement, on est beaucoup moins connu sur ce qu'on peut faire également pour vous en interne pour travailler. Donc je voulais l'illustrer avec 3 sociétés que vous connaissez peut-être. Nest, je trouve qu'on a racheté Nest récemment, je pense que c'est... Voilà, ça vous savez ce que fait Nest. Uber, qui est un système de taxi et qui vient révolutionner véritablement l'industrie du transport. Moi j'adore, parce qu'en plus comme je voyage souvent, j'ai toujours l'application Uber et c'est vraiment une expérience client qui est enrichie grâce à ce qu'il propose. Et enfin Airbnb, que j'adore également, parce que ça apporte du service. Et en plus du service et la possibilité de se loger, on peut aussi parfois discuter avec des locaux. Et ça rajoute encore une fois une expérience supérieure à juste aller à l'hôtel. Pourquoi je vous parle de ces 3 sujets? Tout simplement parce que ces entreprises ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est véritablement le digital. À la fois dans leur façon de communiquer, mais aussi dans leur façon de fonctionner. Dans leur façon de fonctionner, ce sont des entreprises qui sont super agiles. Il y a 5 ans, aucune des sociétés n'existait. Aujourd'hui, elles sont toutes, peut-être pas leaders sur leur marché, mais avec des parts de marché qui sont de plus en plus grandes. Donc c'est vrai que cette accélération qui se fait ne se fait qu'avec, encore une fois, cette bonne balance entre je maîtrise le digital en externe et je maîtrise le digital en interne. Salim, excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais être un peu plus précis avec des chiffres, parce que moi j'aime bien les chiffres, pour expliquer pourquoi, je reconnais bien Thomas. Pourquoi ces sociétés sont plus performantes et sont aussi performantes en fait finalement et le lien avec le digital. Non, vous refaites toutes les réunions qu'on a ensemble. Mais effectivement, il faut arriver avec des datas parce qu'on est chez Google, donc on est data driven. Donc on va arriver avec des datas. Il se trouve que j'ai une étude, ça tombe bien. Tiens. Mais avant cela, peut-être. Oui, parce que en fait, je vous propose en fait de participer un petit peu maintenant pour répondre en fait à un certain nombre de questions autour des chiffres du digital. Donc vous avez au sein de vos tables des paddles que vous reconnaîtrez peut-être d'un certain film que vous auriez pu voir. Et l'idée, c'est de pouvoir voter avec moi parce que j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Je ne prends jamais aucune décision seul et j'ai besoin de vous pour m'aider à répondre à ces 3 prochaines questions. On parle de ce qu'il y a sur les tables. C'est peut-être le moment pour moi de faire passer un petit message. Je voudrais vous demander à tous, s'il vous plaît, de fermer et d'éteindre vos Chromebooks. C'est une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas 4 heures d'autonomie à coup sûr, à pleine puissance, etc. Je dirais que l'interaction est bien lue, qu'elle soit bien. Donc, merci à tous de fermer les Chromebooks pour l'instant. On vous dira le moment venu. On a plein de choses prévues pour vous avec et j'aimerais être sûr que tout le monde les ait à pleine puissance. Merci d'avance. Donc, juste en rappel, les règles de ce petit jeu en images. La raquette rouge signifie non et la raquette verte signifie oui. Draguer un collègue stagiaire, rapporter de la nourriture de l'entreprise, boire une bière avec son patron. Un pétard. Donc on va se livrer à ce petit exercice avec des chiffres, puisque tu veux des chiffres. S'il te plaît. À ton avis, Thomas, tu as vu les startups dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite par Capgemini et le MIT, donc quelque chose de très sérieux. 4%, augmentation moyenne constatée sur 400 entreprises. Est-ce que tu penses qu'une augmentation du revenu de 4% est réaliste pour ces entreprises qui ont passé donc cette stratégie digitale et qui ont commencé à faire leur travail en interne? Alors moi, 4% en termes de croissance sur le chiffre, moi je prends. Je trouve ça déjà bien par les temps qui courent, c'est quand même la crise. Donc je vais voter positivement. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que 4% vous paraît être la bonne croissance? Alors je vois essentiellement du rouge, un petit peu de vert quand même, mais essentiellement du rouge. Donc vous y croyez pas, c'est sans doute moins. C'est sans doute moins, on va le constater tout de suite. Alors, c'est pas la bonne réponse, c'est certain. Eh ben non, c'est même plus, tu vois, 9%, tu voulais des chiffres, 9% des entreprises donc, qui ont fait cette transformation digitale ont c'est pas 9%, pardon, ces entreprises qui ont fait cette transformation digitale ont augmenté leur revenu de 9%. 9%, je prends aussi. Deuxième chiffre, à ton avis, est-ce que ce chiffre est bon? 22% de ces 400 entreprises qui ont été identifiées ont Ces 400 entreprises ont augmenté leur profitabilité de 22%. À ton avis, ce chiffre est bon? Alors moi, je ne pense pas du tout qu'il soit bon. Je ne pense pas du tout, c'est complètement déraisonnable de penser que 22% d'augmentation de profitabilité dans le domaine de l'entreprise, c'est du jamais vu. Donc je dis non. Voilà. Qu'en pensez-vous? Beaucoup d'optimisme dans la salle. C'est ça, j'étais pas forcément aligné avec la salle. Donc la bonne réponse, c'est oui, vous avez raison.
encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et dernière et troisième question. Décidément, j'ai tout faux, quoi. Disons que la salle est plus positive que toi à ce niveau-là. Donc, dernier chiffre. Donc, ces 400 entreprises ont toujours été interviewées. Et selon toi, est-ce qu'elles ont en moyenne eu 12% d'augmentation de leur capitalisation boursière? Alors ça, j'y crois parce que je trouve que l'augmentation de la capitalisation boursière n'est pas que dépendante d'un facteur, donc il peut y avoir d'autres paramètres, donc je dirais oui. Que nous dit la salle? Qu'en pensez-vous? La salle est, je dirais, à peu près 25% négative et à peu près 75% positive. Bon, c'est bien, tu arrives à te réaligner avec la salle. Ouais, donc la bonne réponse est et oui. D'accord, c'est impressionnant. Donc effectivement, cette étude, qui est une étude très sérieuse faite par le Capgemini et le MIT, montre qu'il y a une véritable corrélation entre la stratégie digitale d'une entreprise, sa profitabilité, son revenu et sa capitalisation boursière. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour ce qui va suivre dans les prochains slides. Là, ici, ce qu'on a souhaité vous montrer, c'est une étude, encore une fois, assez intéressante qui permet de voir que dès lors qu'on est sur Internet, qu'on est présent et qu'on a une vraie présence sur Internet, on voit, en tout cas dans le retail, son chiffre d'affaires augmenter de façon considérable, d'année en année. Donc ça, c'est la partie que vous a présenté tout à l'heure Damien, c'est ce qui se passe en externe, ce qu'on appelle chez nous le digital marketplace. Maintenant, il y a l'autre côté, digital workplace, la façon dont on travaille en interne, les outils que l'on utilise, idem. On pense qu'il y a des choses à faire parce que, un peu comme cette personne qui se prend la tête, et c'est le cas de le dire, c'est compliqué en interne. C'est compliqué et il n'y a plus de raison, il n'y en a plus aucune aujourd'hui que ce soit compliqué. Et on va vous montrer pourquoi. Peut-être qu'on peut envoyer justement une petite vidéo pour nous montrer comment ça se passe encore aujourd'hui, peut-être chez certains de vous. Sont-elles le pire somnifère de la vie en entreprise? En moyenne, sur 40 ans, un cadre passe 16 ans de sa vie professionnelle en réunion. Ça commence par une slide, puis une autre, puis 10 000. C'est pire que des lapins. Quant à votre attention, elle est restée scotchée au deuxième bullet point. C'est simple, chaque bullet point est comme une balle que les entreprises se tirent dans le pied. On estime qu'environ 25% du temps de présentation n'aurait tout simplement aucun intérêt. Pourquoi? Il y a d'abord les fameux slides contexte qui répètent ce que tout le monde sait déjà, puis du beau jargon pour renforcer les démonstrations faiblardes. Et puis bien sûr, il y a le coût du troisième bullet point. 2, ça ne ressemble à rien, 3, c'est tout de suite mieux. En tout cas, ça a un coût absolument astronomique. Environ 30 millions de PowerPoints sont présentés chaque jour devant 4 personnes ayant chacune un coût de 35 000 $ par an. Sachant que chaque présentation dure en moyenne 30 minutes et que donc 7 minutes et demie sont inutiles, la perte économique se chiffre à 250 millions de dollars par jour, soit 60 milliards par an. C'est plus que les JO de Sochi. Les slides, nouvelles armes de non-productivité massive. Donc, on a vu comment beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui. Et après, se pose la question, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer la manière dont on travaille? Et moi, j'en suis intimement convaincu. Et la raison pour laquelle j'en suis intimement convaincu, c'est que je l'ai vécu à titre personnel. Je l'ai vécu il y a 5 ans, quand je suis arrivé d'une entreprise très traditionnelle, très, très gros éditeur de logiciels américains, et je suis rentré chez Google. Et là, j'ai vraiment ressenti une accélération très, très considérable qui s'apparente un petit peu à la photo que vous voyez ici. J'ai senti vraiment une accélération de 10G du jour où je suis rentré chez Google. Alors, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu, de vous transmettre pourquoi j'ai senti cette accélération. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai vue, c'est l'extrême efficacité des équipes commerciales. J'ai essayé de... Déjà, j'ai compris qu'elles étaient efficaces quand j'ai entendu un de mes concurrents exprimer le fait qu'il pensait qu'on était 8 fois plus nombreux que ce que nous étions en réalité. Donc j'ai essayé de comprendre comment on fait pour être 8 fois plus nombreux ou paraître 8 fois plus nombreux vis-à-vis de l'extérieur ou avoir une activité d'être sur tous les comptes, sur toutes les opportunités, etc. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, c'est les partenaires qui font la différence. Et les partenaires chez Google sont complètement intégrés à l'équipe de vente de Google. On travaille comme une seule et même entreprise, comme si nous étions dans la même équipe. Et ça a une force absolument considérable, et c'est là où j'ai compris le concept de l'entreprise étendue, telle que nous la vivons aujourd'hui chez Google. Un deuxième aspect que j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment l'aspect rapidité, extrême rapidité de tout process, de toute activité. Et là, je dirais que
le meilleur moyen de l'exprimer, c'est de dire que les barrières géographiques que je connaissais par le passé sont tombées, que les barrières également de la langue sont tombées. J'étais capable de traduire des documents, de parler, de chatter avec d'autres personnes étrangères dans d'autres langues sans aucun problème grâce à des nouveaux modes de travail collaboratifs. Donc cette accélération m'a vraiment permis de rentrer dans cette société très rapidement. Je n'ai pas eu le syndrome de la boîte mail vide quand on arrive dans une entreprise. Au contraire, j'étais vraiment connecté avec l'ensemble de l'entreprise instantanément. Et après, je me suis dit, mais est-ce que ça ne va pas être compliqué de rentrer dans ce nouveau mode de travail? Parce que c'est une révolution, c'est un changement. Et est-ce que je ne vais pas en subir un peu les conséquences? Et j'ai réfléchi et en fait, je m'y suis déjà, premièrement, très bien habitué à titre personnel. Et d'autre part, j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi je m'étais bien attribué ces outils-là et ces moyens de travail. Et c'est très simple, c'est parce que je me suis dit que c'était exactement les mêmes outils que ceux que j'utilisais à titre personnel. C'est-à-dire que j'ai 4 enfants, vous le savez maintenant, et ces 4 enfants, ils prennent beaucoup de temps en dehors de la vie professionnelle. Et j'arrive à gérer un nombre de choses en dehors de ma vie professionnelle ou en même temps que ma vie professionnelle de manière absolument transparente parce que on n'a pas le choix. La journée, elle fait quelques heures et donc il faut pouvoir être très performant avec ces outils personnels. Et on arrive tous, je suis certain, à faire des choses extraordinaires à titre personnel avec ces outils tous les jours. Alors, je vais essayer de vous concrétiser un petit peu ce que je viens de dire, parce qu'il faut que vous puissiez aussi vivre, je pense, un peu ce que j'ai vécu. J'ai pris un projet qui nous tient beaucoup à cœur chez Google aujourd'hui, puisqu'il s'agit de cet événement même que nous avons organisé avec un très grand nombre de participants, puisqu'il y avait à la fois des participants, bien sûr, toutes les forces de vente, dont certaines sont présentes ici, mais également le marketing, des partenaires extérieurs, comme on a vu ADTEM, DCF et bien d'autres. On a eu des VP qui sont à l'autre bout du monde, qui voyagent en Asie, sur des fuseaux horaires différents, etc. Et on a réussi à rassembler toutes ces personnes-là pour donner lieu à ce projet de manière extrêmement rapide, puisqu'il a été délivré en 6 semaines. Sur une semaine d'événements, c'est quand même pas neutre. Donc j'en profite déjà pour remercier tous ceux qui ont participé à la création de cet événement et tous ceux qui viennent pour voir cet événement également. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe quand on doit réaliser un projet de ce type-là? Le premier syndrome, c'est le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire comment on peut faire pour démarrer un projet avec déjà une information sur laquelle on peut se baser plutôt que de réinventer la roue. Comment on peut trouver de l'information? Et alors, précédemment, avant d'arriver chez Google, j'étais face à un écran que vous connaissez peut-être, c'était une arborescence de fichiers, dans lequel, probablement la sienne, dans lequel on ne retrouve absolument rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait il y a 2 ans ou l'année précédente, on ne le retrouve pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je ne retrouvais jamais rien. Deuxième aspect, il faut connecter les personnes, trouver les bonnes personnes. Et pour trouver les bonnes personnes, je n'avais pas d'autre moyen, je l'avoue, que de me connecter sur LinkedIn pour retrouver des personnes de mon entreprise. C'était plus facile de les connecter sur LinkedIn que de les retrouver en interne. Ça, c'est un petit peu la manière de faire jusqu'à présent. Et ensuite, quand je suis arrivé chez Google, j'ai pu expérimenter finalement ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des milliards d'informations sur le web, et en tapant 4 mots-clés, on arrive à retrouver ces informations sans aucun problème. Et ça, je le vis aujourd'hui en interne chez Google, et c'est d'une puissance assez bluffante. Deuxième aspect, c'est les réseaux sociaux, le fait de faire part de réseaux sociaux et de communautés qui peuvent instantanément vous apporter des éléments pour construire votre projet. Et ça, c'est extrêmement valorisé également chez nous. Ensuite, une fois qu'on a les personnes, on a du contenu, il faut faire partager ce contenu et commencer à élaborer des propositions. Donc l'élaboration de propositions, c'est des contacts téléphoniques, des contacts d'email, etc. Ça peut être un peu compliqué parfois. Donc je vous propose de regarder comment ça peut être compliqué, peut-être des choses que vous connaissez aujourd'hui, et aussi comment on peut faire les choses un petit peu différemment.
Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent chaque jour dans une situation comme celle-ci. Plusieurs personnes interagissent, on n'a pas la bonne version, on demande de rajouter des commentaires. Le temps passe, le temps est précieux, surtout sur la fin des préparatifs. Et je vous propose maintenant de découvrir une autre façon de travailler. Voici donc comment nous travaillons aujourd'hui chez Google. Une fois qu'on a mis les propositions ensemble, qu'on les a donc concaténées, on est d'accord sur le contenu, etc., il faut décider. Dans un événement comme celui-ci, des micro-décisions, on les prend par centaines chaque instant. Si nous devions faire une réunion physique pour chacune de ces micro-décisions, vous êtes d'accord que ce serait très très compliqué. Alors peut-être vous allez me dire, il y a toujours la fameuse audioconférence, n'est-ce pas, que certains d'entre vous certainement utilisent. Alors l'audioconférence a certaines limites et je vous propose de regarder un petit peu les limites de l'audioconférence, ce qui sera suivi ensuite par une façon différente de faire. Alors, on vient de voir un peu de visioconférence. La visioconférence, c'est pas quelque chose qui est isolé chez Google. C'est loin d'être le cas, puisque tout le monde, absolument tout le monde, peut faire une visioconférence à n'importe quel instant, de n'importe où. Et d'ailleurs, les statistiques sont assez impressionnantes. C'est 25 000 visioconférences par jour dans les jours très très chargés. Et c'est 25 000 sur 50 000 employés, donc il faut quand même mettre ça en perspective, c'est quand même beaucoup. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de points de contact, c'est-à-dire 80 000 points de contact. Sur ces 25 000 visioconférences, 80 000 points de contact, ça veut dire que les personnes se connectent de plusieurs appareils différents, que ce soit de la maison, du téléphone mobile, de différents PC au bureau, pour rejoindre ces visioconférences. Alors, c'est important, les visioconférences, pour se connecter en interne. C'est également important pour nous, très important comme outil de travail, pour se connecter avec nos clients. C'est-à-dire que nous faisons des visioconférences avec nos clients. Je voulais juste sonder un petit peu la salle. Quelles sont les personnes aujourd'hui qui font des visioconférences avec leurs clients ou leurs partenaires externes ? D'accord, c'est à peu près une dizaine. Ah, il y en a qui votent avec le... Bon, c'est bien, merci. je les prends en compte, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est à peu près une dizaine. Et ce n'est pas seulement un outil de connexion dans l'entreprise. Peut-être que Salim, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais reprendre le clicker. Quelque chose qui est intéressant de garder le lien avec l'entreprise. On passe beaucoup de temps. Moi, j'aime bien aussi garder le lien avec mes proches. J'ai 3 points de connexion qui sont super importants pour moi. Donc, Amaury, Rodrigue, Alexandre. Et on fait tout le temps comme ça, des hangouts, comme on dit, où on se connecte tout le temps. Et ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle chez nous work the way you live, c'est-à-dire vraiment vivre comme on le sent. J'ai beaucoup de déplacements. Il se trouve que dans un projet comme ça, et Thomas l'a dit, on se met en task force, on est là en commando et on passe beaucoup de temps sur ces projets. Et malgré tout, ça permet quand même de rester en contact avec une entreprise étendue, comme on l'a dit, avec des clients, et surtout avec ses proches quand on est en déplacement. Et tout ça permet de le faire avec le même et le seul outil. On n'est pas obligé de sortir et avoir d'autres outils. Donc ça, c'est super important pour moi. Comme je vous le disais, ça, c'est un peu ma vie au quotidien. Donc, je m'occupe de l'Europe du Sud, Afrique et Middle East, donc beaucoup de trajets, beaucoup de déplacements. Et l'avantage de ces outils, c'est que ça permet de faire ces trajets-là. L'inconvénient, c'est que parfois, il peut arriver des catastrophes quand on se déplace. Tu le sais bien, Thomas. Par exemple, on peut se faire voler son ordinateur. Salim, oui. Salim, comment tu fais pour travailler à l'extérieur, comme ça, du bureau ? Est-ce que ta vie s'arrête ? Est-ce que ta vie professionnelle s'arrête quand tu es à l'extérieur ? Non, pardon, c'est vrai, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné. Ça me semblait tellement évident. Je travaille à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est véritablement de la même façon. Donc c'est très...
Enfin, c'est vraiment souple. Toutes les données aujourd'hui sont dans le cloud et je peux travailler sans aucun problème. On peut même me casser, voler mon ordinateur, je redémarre un autre Enfin, ordinateur. n'importe quoi. Oh. Oui, Boris, tu as un commentaire peut-être? Mon micro était censé être éteint là. D'accord. Donc oui, si, je te garantis, regarde, je peux travailler n'importe où avec mon ordinateur. Ok, moi je suis un peu le défenseur de la salle ici. Et il y a un niveau de pipeau au-delà duquel non, on n'accepte plus, d'accord? Donc 2 secondes, désolé. Hein. D'accord. Je te débranche ça. Merci. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur, Salim? Okay. Je te l'emmène et tu nous montres comment tu fais. Ok. Ok. Donc, même pas mal. Même pas mal. Il se trouve que vous avez tous des Chromebooks. Et l'avantage du Chromebook, c'est que on peut prendre n'importe quel Chromebook. Je vais prendre celui de... Bon, je ne vais pas vous embêter, madame, ça ne serait pas très galant. Allez, je vais prendre celui-ci, pourquoi pas. Allez, hop. Donc, on prend un Chromebook, n'importe lequel. On le reprend. Et l'avantage, c'est comme je vous le disais, toutes les données sont dans le cloud. Donc, on le rouvre. Je vais le brancher devant vous. Et tu vas voir, Brice. Tu ne m'auras pas comme ça. Tu retardes juste un tout petit peu la présentation, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, est-ce qu'on me voit à l'écran? Très bien. Donc ce n'est pas mon Chromebook, je rajoute un utilisateur à la volée, je mets mon nom, tac tac, hop, ah, c'est un clavier QWERTY, mais c'est pas grave, tac, et... Comme ça, vous aurez tous l'adresse. Vous avez mon adresse. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Je ne répondrai pas. Je rigole, évidemment, mais je reçois beaucoup d'emails. Donc, c'est vrai. J'ai un temps de latence, on va dire. Donc là, comme on est très sécurisé chez Google, il va me demander un mot de passe spécial que j'ai sur mon téléphone. Donc, tac. Et je vous fais tout ça en live, n'est-ce pas, Brice? Alors le code, c'est un code qui n'est utilisable qu'une seule fois. Voilà, donc vous pouvez le noter, il ne se passera rien, merci. Hein. Amusez-vous, vous pouvez le noter. Pour tous ceux que je vois en train de noter là. Et donc là, j'arrive dans mon environnement avec, vous avez vu, hop, ce n'était pas mon ordinateur, j'ai mes favoris. Et du coup, je vais aller dans Drive, récupérer la présentation que tu as essayé de planter, mon cher Brice. Alors, je vais aller dans les éléments récents, bah tiens, c'est le dernier document qui était ouvert. Je l'ouvre et on va repartir là-dessus tranquillement, sans perturbateur. Et non, Brice, Brice. Ok, respect, bravo. Tu ne peux pas garder le PC, tu ne peux pas. Je vous rendrai l'ordinateur après. Alors, on ne peut pas parler de marketing ou de client sans parler de l'expérience client. Vous êtes les plus grands experts dans ce domaine-là, si vous êtes dans cette salle. Et moi, je ne vais pas m'exprimer à la place des clients. Je vais laisser parler les clients sur ce qu'est l'expérience client et en quoi l'organisation interne et les manières de travailler internes permettent d'augmenter cette expérience client et de l'améliorer. Design Week makes authentic modern design accessible. Everything we sell has a true, historical, romantic story behind it. You buy something that's authentic, you fund an artist, you fund a designer, you fund innovation. We spend a tremendous amount of time putting together a catalog that goes out every month that really tells the story behind every designer and every single one of the products that we sell. When Design Within Reach was founded, there were not a lot of companies out there doing what we do, bringing this kind of design product to the general public. The market has changed and we need to find new ways to differentiate ourselves. When we moved the company from San Francisco to Connecticut, we had to look at where we could have the biggest impact. So we invested in Gmail and Google Docs. We've seen incredible improvements in efficiency. It's allowed us to enable people that are in the studios to do visits to a client's home. If you're not able to bring that experience in front of them, then you lose out on some of those sales opportunities. We're always connected. The work is always happening. The company is always running. This is retail. You can't ever stop. From the corporate office out to 44 stores, we're communicating about new product. We currently, for each promotion, send the studios a Google Doc that tells them how to set up their windows, how to set up their entry to better inform the studio salespeople so that the customer experience can be best in class.
Just launched a new version of the website. Using Google Apps, we had a feedback form. It helped us launch a better, cleaner, faster site. We want to be more nimble. We want to be faster. Google Apps allows us to be closer to the customer. The future for Design Within Reach is educating the world about design. They're dying to see what's next in modern, and it will be our job to bring it to them. Donc pour revenir aux choses sérieuses, on a préparé un slide avec 3 bullet points, comme ça on n'allait pas vous perdre. Non, c'est juste un récapitulatif un petit peu de ce qu'on s'était dit jusqu'à présent, et on en a mis 5 quand même, parce qu'on s'était dit que ce serait plus joli. Alors juste un calcul rapide de l'efficacité en fait, que j'ai constaté à titre individuel. Si je gagne 1 heure par jour à travers de la collaboration, 1 heure par jour à travers de la mobilité, sur une année, ça fait à peu près 56 jours d'économiser. C'est soit près d'un trimestre pour moi. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu vous exprimer à travers ce DJ et ce calcul. Et je vais laisser Salim conclure avec un petit peu de prospective sur les choses sur lesquelles on travaille pour encore améliorer cette expérience de collaborateur. Merci Thomas. Donc effectivement, juste pour se quitter, voilà sur quoi on travaille en ce moment, hein, sur la partie mobile. Vous avez vu que c'est important le mobile. Vous utilisez peut-être Google Now. Ça arrive de plus en plus dans le monde de l'entreprise. L'idée, c'est de quoi? C'est qu'on veut vraiment essayer de simplifier tout ce qui se passe dans nos entreprises et la façon dont on travaille. Donc imaginez, là, on est vraiment dans du fictif, mais c'est du futur très très proche. Imaginez que demain, ce téléphone, juste avant d'aller à un rendez-vous, vous rappelle vos rendez-vous. Ça, c'est facile, hein, c'est un rappel, le rendez-vous. Mais surtout, vous disent, comme on le fait déjà aujourd'hui, qu'il faut partir 5 minutes ou 15 minutes ou une demi-heure avant, parce qu'il aura calculé l'itinéraire pour aller jusqu'à ce point de rendez-vous. Et là où on va vraiment encore aller plus loin, c'est qu'il pourra vous donner l'information sur votre prochain rendez-vous. Par exemple, concaténer pour vous toute l'information par rapport à ce meeting et se dire, tiens, il y a des présentations, des comptes rendus de réunion que je vais vous préparer pour que vous puissiez être le plus opérationnel dessus, ou vous remonter des informations du web pour ce meeting. Donc ça, c'est vraiment sur les choses sur lesquelles on travaille. Et on ne s'arrête pas là parce que donc, je vous parle du mobile, mais on est presque déjà un petit peu dépassé. Je vous parlais au départ d'outils pourris, je suis désolé. Il faut qu'on change. J'ai vu que certains avaient encore des téléphones qui ne sont pas complètement des smartphones dans la salle. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va venir, et pas d'offense, hein, pardon. Et donc on travaille sur ça, et on travaille aussi sur tout ce qui est wearable device, qu'on appelle wearable device. Et le plus simple, c'est que je vous montre une petite vidéo pour conclure. Mais avant cela, je vais vous demander de faire un round d'applaudissements, comme on dit, à Thomas, parce qu'encore une fois, c'est son anniversaire. On peut envoyer la vidéo, merci. That does that? Just got a jellyfish warning. Want to try counting? Let's go to Zuma. Morning, kids. Reply, be there in 2. There it is. Okay, Google, what's the Syracuse score? Yay! Woo! Okay, Google, open garage. Donc ça, c'est le futur. Et aujourd'hui, il y a le présent, qui est parfois le futur pour certains d'entre vous. Non, pourquoi? Parce que même nous, on n'imagine pas encore tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle le big data. Il y a c'est impressionnant, enfin, pour des marketeurs, tout ce qu'on est en train de mettre en place par rapport à l'utilisation du big data.
c'est un peu fumeux, parfois on se dit c'est compliqué, etc. Là, on va vous présenter des experts du big data. Et ça, c'est vraiment aussi sur quoi on planche en ce moment, parce que d'un point de vue marketing, ça va révolutionner complètement ce que l'on fait aujourd'hui, ce qu'on a appris à l'école. Donc je laisse Brice introduire les experts du big data de chez nous.